Puissants livres oubliés vous invite à découvrir l'art de la pensée critique avec Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas de Frédéric Bastiat. Apprenez à voir au-delà des apparences et à comprendre les conséquences cachées des décisions qui nous entourent. Introduction. Le voile de l'illusion est la lumière de la vérité économique. Dans la quête éternelle de la sagesse et de la vérité, l'une des compétences les plus puissantes que l'esprit humain puisse acquérir est la capacité de voir au-delà de l'apparence immédiate. C'est une faculté qui transcende la simple observation pour atteindre la compréhension profonde des causes et des effets, des conséquences directes et indirectes. Dans le domaine de l'économie et des politiques sociales, cette aptitude est non seulement un atout, mais une nécessité absolue. Car si le monde se présente à nous avec des images éclatantes et des faits évidents, il cache souvent derrière ce premier rideau une réalité complexe, faite d'opportunités perdues, de coûts invisibles et de conséquences imprévues. L'ignorance de cette dualité a, au fil des siècles, conduit à des décisions désastreuses, fondées sur une vision partielle et simpliste. Frédéric Bastiat, le visionnaire et le maître de la clarté, s'est donné pour mission de soulever ce voile de l'illusion. Dans son chef-d'œuvre intemporel, Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, il nous offre une méthode de pensée radicale et lumineuse. Son approche n'est pas celle d'un économiste froid et mathématique, mais celle d'un philosophe moraliste qui nous invite à devenir des penseurs complets. Il ne se contente pas de nous montrer le résultat visible d'une action, il nous force à imaginer et à prendre en compte tout ce qui, par cette action, n'a pas pu être, les opportunités perdues qui se dérobent à l'œil non exercé. Cette distinction entre ce qui est immédiatement perceptible et ce qui est dissimulé est, pour Bastiat, la clé de voûte de toute pensée économique saine et de toute politique publique judicieuse. L'approche de Bastiat est d'autant plus pertinente aujourd'hui. Dans notre monde moderne, l'information se diffuse à la vitesse de la lumière, mais la réflexion profonde peine à suivre. Les débats publics sont dominés par les faits sensationnels et les promesses faciles, souvent au détriment de l'analyse rigoureuse des conséquences à long terme. Nous sommes constamment bombardés par des solutions qui semblent miraculeuses en surface, mais dont les coûts cachés et les effets pervers ne sont jamais pleinement articulés. L'œuvre de Bastiat est donc bien plus qu'un simple essai économique. C'est un outil philosophique pour aiguiser notre esprit critique et nous protéger des sophismes qui manipulent la perception collective. Au fil des chapitres qui vont suivre, nous plongerons dans l'univers de Bastiat. Nous commencerons par sa fable la plus célèbre, la leçon de la vitre cassée, pour saisir l'essence de sa méthode. Nous appliquerons ensuite sa distinction entre le visible et l'invisible aux dépenses publiques, aux statistiques économiques et à des exemples historiques concrets. Nous apprendrons l'art de voir au-delà, d'imaginer les conséquences indirectes de nos choix, que ce soit à l'échelle personnelle ou collective. Et nous verrons enfin comment cette vision lucide peut transformer notre manière de penser, nous rendant plus sages dans nos décisions économiques et plus résilients face aux illusions du monde. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de cette exploration, car les clés pour penser au-delà des évidences sont des trésors qui, une fois découverts, ne cessent jamais d'illuminer la vérité. N'oubliez pas de vous abonner à Puissants Livres Oubliés pour continuer ce voyage avec nous. Car c'est en redécouvrant les grandes pensées du passé que nous construisons un avenir plus sage et plus puissant. Leçon 1. La leçon de la vitre cassée. Dans sa quête pour éclairer les esprits et démasquer les sophismes qui enlisent la pensée économique, Frédéric Bastiat a eu recours à un outil d'une simplicité et d'une puissance remarquables, la parabole. Et parmi toutes ces paraboles, aucune n'est aussi célèbre, aussi pédagogique et aussi fondamentale que celle de la vitre cassée. C'est une histoire si simple qu'un enfant peut la comprendre, mais dont les implications philosophiques et économiques sont si vastes qu'elles servent de fondement à toute une école de pensée. Bastiat l'utilise pour nous enseigner la leçon la plus importante de son œuvre. Une bonne action ou une bonne politique se distingue d'une mauvaise non par ses effets immédiats et visibles, mais par ses conséquences indirectes et invisibles. C'est l'histoire d'un jeune garçon espiègle, d'une vitrine brisée et de la vérité économique qui se cache derrière. L'histoire se déroule ainsi. Un garçon malicieux jette une pierre et brise la vitre d'un boulanger. Les gens se précipitent, choqués par le vandalisme. Mais un
Un homme dans la foule, un observateur avisé, commence à raisonner différemment. Il fait remarquer qu'après tout, ce n'est pas si grave. La vitre cassée va nécessiter des réparations. Le boulanger va faire appel à un vitrier pour la remplacer. Le vitrier va recevoir 6 francs pour son travail, ce qui stimulera son activité. L'argent dépensé par le boulanger, à son tour, va permettre au vitrier d'acheter des biens, stimulant l'activité d'autres commerçants. Le cycle continue, de main en main, et l'argent mis en circulation, dit-il, profitera à l'ensemble de la communauté. L'homme conclut avec une certaine sagesse populaire que le garçon, en brisant la vitre, a involontairement fait le bien de la société. C'est ce que tout le monde voit. C'est l'argument qui, encore aujourd'hui, est utilisé pour justifier les destructions causées par les guerres, les catastrophes naturelles ou les dépenses publiques inutiles. L'argent dépensé pour la reconstruction, pour la réparation, pour la stimulation de l'économie, est perçu comme une bénédiction déguisée. Cependant, Bastiat, avec son regard acéré, nous invite à réfléchir plus loin, à nous poser la question essentielle, ce qu'on ne voit pas. C'est le cœur de sa démonstration, c'est là que le sophisme est démasqué. En effet, l'argent des 6 francs dépensés pour la vitre n'est pas tombé du ciel, il provenait de l'épargne du boulanger. Avant que la vitre ne soit brisée, le boulanger avait l'intention d'utiliser ces 6 francs pour acheter de nouvelles chaussures ou pour s'offrir un nouveau livre. La destruction de la vitre a forcé le boulanger à détourner ces 6 francs de l'achat prévu pour la réparation. En conséquence, le vitrier a bénéficié de 6 francs, mais le cordonnier ou le libraire a perdu un client et ses 6 francs. De plus, il n'y a pas eu d'augmentation de la richesse totale de la communauté. La nouvelle vitre n'a fait que remplacer ce qui existait déjà, tandis que la paire de chaussures ou le livre n'a jamais vu le jour. Bastiat nous montre que si on ne regarde que le vitrier qui a gagné 6 francs, on voit une bonne chose. Mais si on regarde aussi le cordonnier ou le libraire qui a perdu 6 francs, on commence à voir une image plus complète, une image de stagnation. Et si l'on regarde ce qui se serait passé si la vitre n'avait pas été brisée, on voit la vraie réalité. Le boulanger aurait eu sa vitre et, en plus, une paire de chaussures ou un livre. Il y aurait eu une augmentation nette de la richesse de la communauté. La destruction n'a donc pas créé de la richesse. Elle a simplement déplacé des ressources et a en réalité entraîné une perte nette. C'est la perte d'opportunité, ce qu'on ne voit pas, qui est au cœur du raisonnement de Bastiat. Ce sophisme, si souvent utilisé, repose sur un défaut de pensée. La capacité à ne considérer que les effets les plus évidents d'une action, ceux qui sont sous nos yeux. Il est facile de voir les travailleurs du BTP qui construisent une autoroute et les emplois créés. Il est plus difficile de voir les contribuables dont l'argent a été pris pour financer cette autoroute et les projets qu'ils auraient pu financer avec cet argent. Il est simple de glorifier les subventions publiques à une industrie en voyant les emplois qui y sont maintenus. Il est beaucoup plus complexe de voir l'industrie plus efficace qui a été pénalisée par cette subvention ou les emplois qui n'ont pas été créés ailleurs en raison des impôts nécessaires pour financer cette subvention. Bastiat nous pousse à aller au-delà des évidences et à penser de manière globale, à considérer toutes les parties prenantes, y compris celles qui sont absentes de la discussion. Cette leçon de la vitre cassée est un puissant outil pour aiguiser l'esprit critique. Elle nous apprend à poser des questions fondamentales face à toute politique ou dépense publique. Qu'est-ce qui est visible et immédiatement apparent, et qu'est-ce qui est invisible et indirect? Si la destruction d'une vitre ne crée pas de richesse, pourquoi la destruction d'un pont lors d'un tremblement de terre ou les dépenses massives d'armement lors d'une guerre devraient-elles en créer? L'argument qui glorifie les dépenses post-catastrophe pour la relance économique est, aux yeux de Bastiat, une simple variation du sophisme de la vitre cassée. Si la guerre est économiquement bénéfique, alors les destructions ne sont pas un mal mais un bien, ce qui est une conclusion absurde. L'économie, pour Bastiat, n'est pas une série d'événements isolés, mais un tissu complexe de relations et d'interdépendances. Une action dans un domaine a des répercussions dans d'autres. L'homme qui voit la vitre cassée et les 6 francs du vitrier ne pense qu'à un seul maillon de la chaîne. Il oublie tous les autres. Il oublie les opportunités perdues. Il oublie que la richesse est créée par la production, pas par la destruction. L'argent, dans ce cas, n'est pas un flux qui a créé de la valeur, mais un simple transfert de valeur qui a en réalité conduit à une perte sèche.
L'économie d'un pays ne devient pas plus riche par ce genre de destruction, elle devient plus pauvre, car les ressources qui auraient pu être utilisées pour créer de nouvelles richesses sont détournées pour réparer des pertes. Le message de Bastia, encapsulé dans cette courte histoire, est une exhortation à la responsabilité intellectuelle. Il nous met en garde contre la tentation de la pensée facile, celle qui se contente de l'évidence et qui est souvent manipulée pour servir des intérêts particuliers. L'homme qui a applaudi le bris de la vitre n'a pas pris en compte le boulanger qui, bien qu'il ait fait preuve de diligence en remplaçant la vitre, s'est retrouvé au final dans une position plus pauvre. Il n'a pas pris en compte le cordonnier ou le libraire qui ont perdu une opportunité de vente. Il a seulement vu la transaction visible entre le boulanger et le vitrier. Bastia nous apprend à être des observateurs complets, à voir le tableau d'ensemble, à déjouer les illusions qui se cachent derrière la surface. Cette leçon de la vitre cassée est donc un point de départ essentiel pour toute réflexion économique saine. Elle nous fournit un cadre de pensée pour analyser non seulement les effets directs d'une politique, mais aussi ses effets indirects, ses coûts cachés et ses opportunités manquées. Elle nous enseigne que le progrès économique n'est pas le résultat de la destruction, mais de la production, de l'épargne et de l'investissement. C'est une lumière qui éclaire les coins sombres de la pensée économique, nous protégeant des sophismes qui peuvent sembler bien intentionnés en surface, mais qui sont finalement destructeurs pour la richesse et le bien-être d'une société. En comprenant cette simple histoire, nous acquérons une compétence de discernement qui nous permettra de naviguer avec lucidité dans les débats économiques les plus complexes. C'est la pierre angulaire de la vision de Bastiat, un outil philosophique pour ne plus jamais se contenter de ce qui est visible et immédiat. Leçon 2. Les effets visibles et invisibles des dépenses publiques. Après avoir exposé l'essence de sa pensée à travers l'anecdote simple de la vitre cassée, Frédéric Bastiat élève son raisonnement pour l'appliquer à l'un des sujets les plus vastes et les plus complexes de l'économie politique, les dépenses publiques. C'est dans ce domaine que le sophisme du « ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas » prend toute sa dimension, car les gouvernements, par nature, opèrent à une échelle qui magnifie les effets visibles et dissimule d'autant plus efficacement les coûts invisibles. Bastiat nous met en garde contre l'illusion commune selon laquelle toute dépense publique est, par définition, bénéfique. Il nous invite à regarder au-delà des inaugurations grandioses et des promesses politiques pour examiner le tableau complet, y compris les opportunités qui ont été sacrifiées sur l'autel de l'interventionnisme. Le principe est le même que celui de la vitre brisée, mais l'échelle est gigantesque. Ce que l'on voit, ce sont les bénéfices immédiats et apparents. Lorsque l'État décide de construire une route, un pont ou une école, l'image est claire et positive. On voit les machines qui travaillent, on voit les emplois créés, on voit les salaires versés aux ouvriers, aux ingénieurs et aux fournisseurs. On voit les bénéfices tirés par les entreprises qui ont obtenu le contrat et l'on applaudit la stimulation de l'économie qu'engendre un tel projet. On voit l'infrastructure achevée qui améliore la circulation ou l'accès à l'éducation. Ces effets sont tangibles, mesurables et souvent mis en avant par les responsables politiques lors de discours et de cérémonies. Ces bénéfices immédiats sont la partie visible de l'iceberg, l'argument massu qui justifie et légitime la dépense aux yeux de l'opinion publique. Le public, dans sa majorité, est réceptif à ces arguments car ils font appel à un raisonnement simple et direct. Un chômeur obtient un emploi, une entreprise augmente son chiffre d'affaires, un village est relié par une route nouvelle. Ces gains sont concrets et faciles à comprendre. Il est naturel de se concentrer sur ces bénéfices, car ils sont sous nos yeux et ils confirment une vision rassurante de l'action publique. Les politiques sont souvent jugés sur ces effets visibles à court terme, car ils sont la monnaie courante de la communication politique. On loue la sagesse du gouvernement qui investit dans l'avenir, sans jamais prendre en compte ce que cet investissement a coûté réellement. Mais c'est là que Bastiat intervient pour nous forcer à poser la question la plus dérangeante et la plus éclairante, ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les coûts invisibles et les projets abandonnés qui découlent de ces dépenses. L'argent pour construire la route ou l'école n'est pas apparu par magie. Il a été prélevé sur les citoyens par le biais des impôts ou de la dette. Bastiat nous demande alors de nous imaginer ce qui se serait passé si cet argent n'avait pas été pris aux contribuables. Le boulanger, le cordonnier
et le vitrier de l'histoire précédente, ainsi que des millions d'autres citoyens, auraient eu une part de cet argent. Ils auraient pu l'utiliser pour leurs propres projets, agrandir leur commerce, embaucher un nouvel employé, acheter des biens de consommation, investir dans de nouvelles machines ou simplement épargner. Chacune de ces options privées aurait eu ses propres effets visibles et invisibles. Le boulanger aurait embauché un apprenti, créant un emploi. Le cordonnier aurait acheté une nouvelle machine, augmentant sa productivité. Le citoyen lambda aurait pu dépenser cet argent dans un nouveau commerce, soutenant un entrepreneur local. Ces projets individuels, ces millions de petites dépenses et d'investissements n'ont jamais eu lieu. Ils sont les coûts d'opportunité, les richesses qui n'ont jamais été créées, les emplois qui n'ont jamais vu le jour parce que l'argent nécessaire a été détourné pour financer un projet public. Bastiat nous force à considérer que la richesse n'est pas le résultat d'un transfert d'argent, mais de la production. Quand l'État dépense 1 milliard pour un pont, on voit les emplois créés pour ce pont. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est ce que ce milliard aurait produit s'il était resté dans les mains de l'économie privée. Peut-être que des milliers de petites entreprises auraient pu être créées, ou que des dizaines de milliers d'emplois auraient pu être générés dans des secteurs d'activité plus productifs. La question n'est pas de savoir si un projet public a de la valeur, mais si cette valeur est supérieure à celle des millions de projets privés qui ont été empêchés par la fiscalité. Et c'est une question à laquelle on ne peut répondre qu'en considérant ce qui est invisible. Ce raisonnement démasque le piège de ne regarder que le court terme. Les bénéfices visibles des dépenses publiques sont souvent immédiats et concentrés. Les coûts, eux, sont indirects, diffus et étalés dans le temps. C'est ce qui rend le sophisme si séduisant et si difficile à combattre. Les politiciens qui promettent de grandes dépenses publiques sont souvent acclamés comme des bienfaiteurs, car ils créent une prospérité apparente et immédiate. Ils coupent le ruban d'une nouvelle infrastructure, ils se pavanent devant une usine subventionnée et ils distribuent des aides qui créent une joie immédiate. Mais qui se souviendra des millions de contribuables qui ont payé la facture ou des entreprises qui n'ont jamais vu le jour à cause des taxes et des dettes? Qui fera le lien entre l'impôt prélevé aujourd'hui et les opportunités de demain qui n'ont pas pu se réaliser? Bastiat nous exhorte à ne pas tomber dans ce piège, à penser à l'échelle du temps, à considérer les conséquences à long terme qui sont souvent les plus importantes. Le coût des dépenses publiques n'est pas seulement le montant de la facture, c'est aussi la perte de liberté et de choix pour les individus. Lorsque l'État décide de dépenser l'argent des citoyens à leur place, il leur enlève la liberté de décider comment ils auraient préféré utiliser cet argent. C'est une forme de paternalisme économique qui présume que le gouvernement sait mieux que l'individu comment l'argent devrait être dépensé. Bastiat, en ardent défenseur de la liberté individuelle, considérait cette perte de liberté comme l'un des coûts invisibles les plus importants. La prospérité n'est pas le résultat d'une planification centralisée, mais de millions de choix individuels et volontaires. En substituant le choix de l'État à celui de l'individu, les dépenses publiques peuvent créer une richesse illusoire au détriment de la véritable prospérité. L'illusion est particulièrement forte lorsque l'on considère les politiques de subvention. Un gouvernement subventionne une industrie en difficulté pour sauver des emplois. On voit les emplois sauvés et l'usine qui continue de fonctionner. Ce que l'on ne voit pas, ce sont les taxes que les autres industries, souvent plus productives et innovantes, doivent payer pour financer cette subvention. On ne voit pas les nouveaux emplois qui auraient été créés dans ces industries plus compétitives si l'argent n'avait pas été prélevé. En sauvant un emploi en difficulté, on en pénalise peut-être plusieurs autres qui auraient pu être créés ailleurs. La subvention, loin de créer de la richesse, ne fait que maintenir en vie une structure qui n'est pas viable, au détriment de l'ensemble de l'économie. C'est une erreur de perspective qui valorise l'existant au détriment du possible. De même, les politiques de relance par la dette publique, souvent justifiées par le besoin de booster l'économie, sont un exemple parfait du piège du court terme. On voit les projets financés, on voit la consommation qui augmente temporairement. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les générations futures qui devront rembourser cette dette, les impôts plus élevés qu'elles devront payer, et les opportunités d'investissement qui seront perdues à cause de la nécessité de rembourser ce fardeau. C'est un transfert de richesse et de responsabilité d'aujourd'hui à demain.
qui masque une réalité économique plus sombre sous un vernis de prospérité immédiate. Frédéric Bastiat nous invite donc, par la leçon de la vitre cassée, à une discipline intellectuelle rigoureuse. Face à toute proposition de dépenses publiques, il nous incite à ne pas nous laisser aveugler par les bénéfices immédiats. Nous devons systématiquement nous poser la question: d'où vient cet argent et qu'est-ce qui aurait été fait avec si ce n'avait pas été le cas? En considérant les coûts cachés, les impôts prélevés et les opportunités manquées, nous pouvons voir au-delà de la grande illusion de la prospérité créée par la dépense publique. Nous pouvons alors juger de la véritable valeur d'une politique, non pas sur les promesses qu'elle fait ou les effets qu'elle met en scène, mais sur la richesse qu'elle crée réellement ou qu'elle détruit. C'est en cultivant cette vision globale que nous devenons des citoyens plus éclairés, capables de distinguer la véritable prospérité de sa simple et trompeuse apparence. Leçon 3. L'erreur des mesures économiques superficielles. Après avoir illustré sa méthode avec les fables de la vitre cassée et des dépenses publiques, Frédéric Bastiat élargit son champ de vision pour s'attaquer à un problème encore plus insidieux et trompeur: l'erreur des mesures économiques superficielles. À l'époque de Bastiat, comme aujourd'hui, les statistiques et les chiffres sont souvent utilisés pour justifier des politiques, pour faire la preuve d'un succès ou pour dépeindre une situation économique. Cependant, Bastiat nous avertit que les chiffres peuvent être les plus grands complices de l'illusion si l'on ne les interprète pas avec la pleine conscience de ce qui est invisible. L'analyse économique, pour être saine, ne doit pas s'arrêter aux agrégats globaux ou aux résultats immédiats, mais doit s'interroger sur la nature même de ce qui est mesuré et surtout ce qui n'est pas mesuré. C'est l'art de voir le sophisme derrière la statistique, la perte cachée derrière le gain apparent. Comment les statistiques peuvent tromper? Le piège réside dans le fait que les chiffres sont souvent présentés de manière isolée, sans contexte ni contrepartie. Le gouvernement peut annoncer avec fierté que les dépenses publiques ont augmenté le PIB de X%, créant ainsi une illusion de prospérité. Mais Bastiat nous demanderait de nous poser la question: d'où vient cette augmentation? Si le PIB augmente parce que l'État a dépensé 1 milliard pour construire une route, cela est visible et facile à comptabiliser. Ce que l'on ne voit pas dans cette statistique, c'est que ce milliard prélevé par les impôts a empêché les citoyens de dépenser cet argent ailleurs, dans des activités productives qui auraient peut-être généré un PIB encore plus important. La statistique du PIB ne fait pas la distinction entre la valeur créée par l'État et la valeur qui aurait pu être créée par l'économie privée. Elle additionne les deux, sans jamais montrer la richesse qui a été détruite pour la financer. La statistique est un miroir qui ne reflète qu'une partie de la réalité, et souvent la plus trompeuse. Un autre exemple du sophisme du chiffre est la glorification du travail pour le travail. Bastiat s'est moqué de ceux qui, en voyant une grande quantité de main-d'œuvre utilisée pour une tâche, en concluaient que la méthode était bénéfique. Il imaginait un chemin de fer construit à l'aide de pelles et de brouettes, mobilisant des milliers d'ouvriers. On voit les nombreux emplois créés, on loue l'effort. Mais ce que l'on ne voit pas, ce sont tous les emplois qui auraient pu être créés ailleurs, dans d'autres industries, si l'on avait utilisé des machines plus efficaces pour construire le chemin de fer. L'objectif n'est pas le travail en soi, mais l'utilité du travail. Le véritable but est de produire le plus avec le moins d'efforts possible. L'invention d'une machine qui rend inutile un travail fastidieux n'est pas une catastrophe, mais une libération de ressources humaines qui peuvent alors être utilisées pour créer de nouvelles richesses ailleurs. Les statistiques qui comptabilisent le nombre d'emplois dans une industrie subventionnée ne montrent pas les emplois qui ont été sacrifiés dans d'autres industries. Elles glorifient la stagnation et l'inefficacité au détriment du progrès et de l'innovation. Bastiat aurait également critiqué les statistiques sur les importations et les exportations qui peuvent être utilisées pour justifier le protectionnisme. Un gouvernement peut glorifier une augmentation des exportations comme un signe de prospérité et se lamenter d'une augmentation des importations comme un signe de faiblesse. Mais c'est une vision superficielle. Ce que l'on voit, c'est l'argent qui entre dans le pays grâce aux exportations. Ce que l'on ne voit pas,
c'est que le but de toute production est la consommation. Nous exportons non pas pour le plaisir d'exporter, mais pour obtenir les moyens de pouvoir importer ce que nous ne produisons pas aussi bien. L'argent que nous gagnons en exportant n'est qu'un moyen d'acquérir d'autres biens. Se réjouir d'exporter sans importer est comme se réjouir de faire le plein d'une voiture sans jamais la conduire. La véritable richesse est la capacité de consommer, de jouir des fruits de la production mondiale. Les barrières douanières, qui ont pour but de réduire les importations, sont donc une forme de sophisme. Elles protègent un petit nombre de producteurs locaux, ce qu'on voit, au détriment de la majorité des consommateurs, ce qu'on ne voit pas, qui doivent payer des prix plus élevés pour les produits. L'économiste qui ne regarde que la balance commerciale est un observateur superficiel qui ne saisit pas la véritable essence du commerce, qui est l'échange pour l'enrichissement mutuel. Les exemples historiques où les apparences ont mené à de mauvaises politiques sont légion. Pensez aux politiques de stimulus économique qui, depuis l'époque de Bastiat, ont souvent été mises en œuvre en période de crise. On voit les projets financés par le gouvernement et l'argent qui circule. On ne voit pas les impôts supplémentaires prélevés sur les citoyens pour payer cette relance, ni les dettes laissées aux générations futures. On ne voit pas que la crise est souvent une phase nécessaire de réajustement de l'économie, où les mauvaises entreprises sont forcées de fermer, libérant ainsi des capitaux et du travail pour des industries plus productives. En tentant de sauver les entreprises non viables, l'État ne fait que prolonger l'agonie et empêcher le processus de régénération naturelle. La relance par la dépense est un sophisme qui, en masquant la destruction de richesses par une création de richesses illusoires, a conduit à des décennies de gaspillage et d'inefficacité. Un autre exemple historique est celui des politiques de subventions agricoles. On voit les agriculteurs qui reçoivent des aides et qui peuvent continuer à cultiver leurs terres. On ne voit pas les milliards d'euros prélevés sur les contribuables, les prix plus élevés que les consommateurs doivent payer pour leurs produits, et les agriculteurs étrangers qui auraient pu nous fournir des produits à un prix plus bas. On ne voit pas non plus l'impact environnemental des méthodes agricoles subventionnées, qui peuvent être moins durables. Les subventions créent une richesse artificielle pour un groupe, tout en détruisant la richesse de l'ensemble de la société. Elles sont une forme de sophisme qui privilégie un petit groupe visible au détriment de la majorité invisible. Frédéric Bastiat nous exhorte à ne pas être hypnotisés par les chiffres et les statistiques présentées de manière isolée. Il nous invite à une pensée plus profonde et plus complète. Le vrai progrès économique n'est pas le résultat de la dépense, de la subvention ou de la destruction, mais de la production, de l'épargne et de l'innovation. C'est en laissant les individus libres de poursuivre leurs intérêts que se crée la véritable richesse, car c'est eux qui sont les mieux placés pour savoir où investir leurs ressources. Le rôle du penseur lucide, face aux mesures économiques superficielles, n'est pas d'accepter les chiffres au pied de la lettre, mais de se demander systématiquement quel est le coût caché, quels sont les projets qui n'ont pas vu le jour, quelles sont les conséquences indirectes de cette politique. En cultivant cette discipline intellectuelle, nous apprenons à voir que derrière un chiffre de croissance du PIB lié à une dépense publique se cache peut-être une perte d'opportunités encore plus grande. Nous comprenons que le nombre d'emplois sauvés dans une industrie n'est pas forcément une bonne nouvelle si l'on ne prend pas en compte les emplois qui auraient pu être créés ailleurs. Nous réalisons que la richesse n'est pas une question de flux d'argent, mais de création de valeur réelle. L'erreur des mesures superficielles est de ne prendre en compte que ce qui est comptable, au détriment de ce qui est immatériel et indirect, et qui est pourtant la partie la plus importante de la réalité économique. En refusant de se laisser tromper par les apparences, nous devenons des citoyens plus éclairés, capables de distinguer la véritable prospérité des mirages économiques. C'est l'héritage le plus précieux de Bastiat, un appel à la lucidité dans un monde de chiffres et de sophismes. Leçon 4. L'art de voir au-delà. Après avoir exposé la puissance des sophismes économiques qui manipulent les chiffres et les apparences, Frédéric Bastiat nous offre la solution. L'art de voir au-delà. Cette capacité n'est pas un don mystique, mais une discipline intellectuelle rigoureuse, une manière de penser qui exige de nous une vigilance constante et une curiosité insatiable pour les conséquences indirectes. Bastiat nous invite à devenir des penseurs complets, des esprits lucides qui ne se contentent jamais de l'évidence, qui ne se laissent pas berner par les effets immédiats et qui cherchent
systématiquement la vérité cachée derrière le décor. Cet art de voir au-delà est la véritable liberté de l'esprit, la clé pour naviguer avec sagesse dans un monde de complexité et d'illusions. L'essence de la pensée de Bastiat réside dans la logique des conséquences indirectes. Chaque action, qu'elle soit individuelle ou politique, a une chaîne de conséquences qui s'étend bien au-delà de son intention initiale et de son effet le plus visible. Un gouvernement qui dépense l'argent des contribuables voit les emplois créés par cette dépense. Mais le penseur lucide, lui, voit les emplois qui n'ont pas été créés ailleurs. Il voit les projets que les contribuables auraient pu financer eux-mêmes. Il voit la richesse qui n'est pas produite. Cette logique nous apprend à poser des questions systématiques face à toute décision. Quels sont les effets directs et indirects de cette mesure? Qui en bénéficie visiblement et qui en souffre secrètement? Quels sont les coûts d'opportunité, les alternatives qui ont été sacrifiées? C'est une discipline qui demande d'aller au-delà de la surface, de ne jamais s'arrêter à la première conclusion évidente, aussi réconfortante soit-elle. Appliquons la logique de Bastiat au monde moderne. Dans le domaine de la consommation, l'exemple est criant. On voit le consommateur qui achète un produit subventionné et se réjouit de son prix bas. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les impôts qu'il a payés pour financer la subvention, les entreprises concurrentes non subventionnées qui ont dû fermer et le fait que si l'argent de la subvention était resté dans la poche du consommateur, il aurait pu l'utiliser pour acheter un autre bien de son choix. Le consommateur gagne sur le prix d'un produit, mais perd sur le prix de tous les autres, et perd surtout sa liberté de choisir comment dépenser son argent. L'art de voir au-delà, c'est de comprendre que la subvention ne crée pas de la richesse, mais ne fait que la déplacer de manière inefficace et arbitraire. Dans le domaine de l'investissement, la logique de Bastiat est tout aussi pertinente. Une politique qui encourage les investissements dans une industrie spécifique via des avantages fiscaux est applaudie. On voit les emplois créés dans cette industrie. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les investissements qui auraient été faits dans d'autres secteurs, plus productifs et plus innovants, si le capital n'avait pas été artificiellement dirigé par l'État. On ne voit pas que les avantages fiscaux pour une industrie sont financés par les impôts des autres, ce qui les pénalise et les affaiblit. L'art de voir au-delà, c'est de comprendre que la prospérité ne naît pas de la centralisation des choix d'investissement, mais de la liberté de l'entrepreneur à risquer son capital là où il pense qu'il sera le plus utile. La richesse invisible qui n'est pas produite est bien plus importante que la richesse visible créée par une politique de favoritisme. L'écologie est un autre domaine où l'approche de Bastiat est un outil puissant. On voit les bénéfices immédiats d'une réglementation environnementale stricte. La réduction de la pollution dans un fleuve, par exemple. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les usines qui ont dû fermer à cause des coûts de mise en conformité, les emplois perdus, les prix plus élevés que les consommateurs doivent payer pour les produits, et les investissements dans des technologies plus propres qui n'ont pas pu se faire ailleurs en raison des ressources dépensées pour l'application de la réglementation. L'objectif de la protection de l'environnement est louable, mais une politique de réglementation excessive peut avoir des conséquences indirectes désastreuses. L'art de voir au-delà, c'est de se demander s'il existe d'autres solutions basées sur l'incitation et le marché. Par exemple, des taxes sur la pollution qui incitent à l'innovation, qui pourraient atteindre le même résultat sans les effets invisibles négatifs. La pensée de Bastiat nous pousse à une approche plus nuancée et plus globale des problèmes complexes. L'art de voir au-delà, pour Bastiat, est une forme de maîtrise de soi intellectuelle. C'est le refus d'être paresseux dans sa pensée. Il est beaucoup plus facile de s'arrêter à ce qui est évident, à ce qui est spectaculaire, à ce qui est politiquement correct. C'est un effort de l'esprit que de se poser des questions plus profondes, de déconstruire un raisonnement, d'imaginer ce qui n'est pas là. Cette discipline est un rempart contre le populisme, contre les promesses de prospérité facile et contre les sophismes qui manipulent les masses. C'est l'outil le plus puissant du citoyen éclairé. Bastiat nous invite à devenir des penseurs honnêtes, non seulement envers les autres, mais surtout envers nous-mêmes. Il est tentant de se convaincre que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le bris de la vitre peut donner l'illusion qu'il crée de la richesse, car on ne voit que le bénéfice du vitrier. Mais en reconnaissant la perte du cordonnier ou du libraire, on se rend compte que la destruction est un mal pour tout le monde.
De même, un droit de douane qui protège une industrie nationale peut nous faire sentir patriotes, car on voit les emplois locaux qui sont maintenus. Mais en imaginant le coût plus élevé pour le consommateur, on réalise que cette protection se fait au détriment de l'ensemble de la nation. La logique de Bastiat est aussi applicable à notre vie personnelle. Lorsque l'on choisit de s'endetter pour un achat immédiat, ce qu'on voit, on doit penser à ce qu'on ne voit pas. Les années de remboursement, les intérêts accumulés et surtout les opportunités d'investissement ou d'épargne qui ont été sacrifiées. Lorsque l'on choisit la gratification instantanée au détriment d'un travail à long terme, on voit le plaisir immédiat. Ce qu'on ne voit pas, c'est le projet qui aurait pu être achevé, la compétence qui aurait pu être acquise, la satisfaction profonde qui aurait pu naître de l'accomplissement. L'art de voir au-delà est une discipline de vie qui nous pousse à faire des choix plus sages, en nous projetant dans les conséquences lointaines de nos actions présentes. En fin de compte, l'œuvre de Frédéric Bastiat n'est pas un simple manuel d'économie, mais une philosophie de la clarté. Elle nous enseigne que la véritable sagesse réside dans l'humilité de reconnaître la complexité du monde et le courage de chercher la vérité derrière les apparences. L'art de voir au-delà, c'est l'art de la vision complète, une compétence qui, une fois maîtrisée, nous permet de distinguer les actions réellement productives de celles qui ne font que déplacer la misère et la véritable prospérité de sa simple et trompeuse illusion. C'est en embrassant cette discipline de la pensée complète que nous pouvons devenir des architectes conscients de notre propre destin et de celui de la société, capables de construire sur des fondations solides plutôt que sur le sable mouvant des apparences. Leçon 5. Ce que cela change dans notre manière de penser. Notre immersion dans l'œuvre de Frédéric Bastiat nous a équipés d'un outil puissant, la capacité de distinguer le visible de l'invisible. Mais la véritable transformation ne réside pas dans la simple acquisition de cette connaissance, mais dans la façon dont elle modifie notre manière de penser, de juger et d'agir au quotidien. Ce que cela change dans notre manière de penser est une révolution intérieure, un passage de l'observation superficielle à une vision lucide et globale. C'est une force de caractère qui nous libère de la manipulation, des sophismes et des préjugés, nous permettant de prendre des décisions plus sages, non seulement en tant que citoyens, mais aussi dans nos vies personnelles. Le premier changement majeur est la capacité à éviter les raisonnements simplistes. Notre cerveau est naturellement enclin à chercher des solutions rapides et faciles. Face à un problème complexe, comme le chômage, l'esprit a tendance à se raccrocher à la première explication qui vient. Il faut interdire les importations. Il faut créer des emplois publics. Il faut augmenter le salaire minimum. Ces solutions sont séduisantes car elles semblent apporter une réponse directe et visible au problème. Mais Bastiat nous a appris à nous méfier de cette facilité. Un raisonnement simpliste ne prend en compte qu'un seul effet, une seule partie de l'équation. Il ignore les conséquences indirectes, les coûts cachés et les opportunités perdues. Adopter la vision de Bastiat, c'est se forger une discipline de la pensée qui nous oblige à voir l'ensemble du tableau. Face à la solution simpliste d'interdire les importations pour protéger une industrie, notre esprit entraîné demandera « Et ce qu'on ne voit pas ?» Il verra alors que cette interdiction fera augmenter les prix pour les consommateurs, qu'elle pénalisera d'autres industries qui utilisent les produits importés et qu'elle provoquera probablement des mesures de rétorsion des pays étrangers, fermant des marchés pour nos propres exportateurs. Nous comprenons alors que la solution simpliste n'est pas une solution, mais un simple déplacement du problème. Ce changement de perspective nous rend plus immunisés aux discours politiques qui promettent des solutions faciles et nous incitent à chercher des réponses plus profondes et plus complètes. Ce que cela change dans notre manière de penser, c'est aussi de développer une vision lucide et globale dans nos choix économiques et personnels. Au niveau des choix politiques, cela nous transforme en des citoyens plus exigeants. Nous ne nous contentons plus des discours qui glorifient les dépenses publiques sans en mentionner le coût. Nous ne nous laissons plus berner par les statistiques qui célèbrent la création d'emplois dans un secteur subventionné, sans nous interroger sur les emplois qui n'ont pas été créés ailleurs. Nous devenons des arbitres plus lucides, capables de distinguer les actions réellement productives de celles qui ne font que déplacer la richesse. L'honnêteté intellectuelle de Bastiat devient notre propre force de caractère.
Nous comprenons que le rôle de l'État n'est pas de créer de la richesse, mais de créer les conditions de la liberté et de la sécurité qui permettent aux individus de créer leur propre richesse. C'est un changement de paradigme fondamental. Cette vision lucide s'applique aussi à notre vie personnelle. Face à une décision d'achat, par exemple, nous ne nous concentrons pas uniquement sur le prix affiché, ce qu'on voit. Nous nous posons des questions plus profondes sur la valeur réelle, les coûts cachés et les alternatives. Est-ce que cet achat impulsif vaut la peine de sacrifier l'épargne qui pourrait me permettre d'investir ou de me lancer dans un projet qui m'est cher? La pensée de Bastiat nous apprend à évaluer nos choix non seulement sur leurs bénéfices immédiats, mais aussi sur les sacrifices qu'ils entraînent. C'est une discipline de la responsabilité, où chaque décision est un acte conscient qui prend en compte l'ensemble des conséquences visibles et invisibles. De plus, cette manière de penser nous aide à mieux comprendre le principe d'opportunité. Chaque fois que nous choisissons de faire quelque chose, nous choisissons aussi de ne pas faire autre chose. C'est l'essence de l'économie. La pensée de Bastiat nous rend conscients de ce principe. Si nous passons 2 heures à regarder la télévision, ce qu'on voit, le divertissement, nous sommes aussi conscients des 2 heures que nous n'avons pas passées à lire un livre, à apprendre une nouvelle compétence, à faire du sport, ou à passer du temps avec notre famille, ce qu'on ne voit pas. Cette prise de conscience ne vise pas à nous faire culpabiliser, mais à nous rendre maîtres de notre temps et de notre énergie, à nous encourager à faire des choix plus alignés avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Frédéric Bastiat nous enseigne à avoir confiance dans les forces productives de la liberté individuelle. Il nous montre que la richesse d'une société ne vient pas des décrets gouvernementaux ou des dépenses publiques, mais de la créativité, de l'ingéniosité et de l'effort des millions d'individus qui la composent. Lorsque l'État intervient, il ne crée pas, il ne fait que déplacer. Il prend à l'un pour donner à l'autre. Il pénalise l'initiative privée, la force la plus puissante pour créer de la valeur. La pensée de Bastiat nous rend méfiants face à la planification centrale et nous incite à avoir une foi plus profonde dans le pouvoir de l'individu. C'est un retour à une vision de l'homme comme un acteur responsable et non comme un simple bénéficiaire passif des décisions de l'État. En fin de compte, la lecture de « ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas » ne se limite pas à une simple compréhension de l'économie. C'est un appel à l'éveil, une invitation à devenir un penseur libre et autonome. C'est une force de caractère qui se manifeste par la capacité à voir au-delà des apparences, à déconstruire les sophismes, à faire des choix informés et à avoir confiance en soi-même et en la puissance de la liberté. Cette lucidité n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre une existence plus consciente, plus riche et plus productive. C'est le legs le plus précieux de Frédéric Bastiat, un outil de pensée qui, une fois maîtrisé, nous permet de naviguer dans le monde avec une sagesse et une clarté inestimables. Leçon 6. L'héritage de la lucide simplicité. Notre voyage à travers l'essai lumineux de Frédéric Bastiat nous a permis de démanteler les sophismes qui enlisent la pensée et les politiques publiques. Du sort de la vitre brisée aux méandres des statistiques, nous avons appris à voir ce qui est dissimulé derrière le rideau de l'immédiateté. Mais l'héritage le plus profond de Bastiat ne réside pas seulement dans une méthode d'analyse, aussi puissante soit-elle. Il est d'une portée beaucoup plus vaste, touchant à une philosophie de la vie et à une éthique de la liberté qui se manifeste par une lucide simplicité. La pensée de Bastiat, une fois intégrée, ne change pas seulement notre manière d'analyser les politiques économiques, elle transforme notre vision du monde, de l'individu et du rôle de l'État. C'est l'ultime transformation que ce puissant livre oublié nous offre. Bastiat nous enseigne à suspecter tout ce qui est complexe. Non pas parce que le monde est simple, mais parce que les sophismes sont souvent enveloppés dans un jargon technique et des théories alambiquées pour dissimuler leur faiblesse intrinsèque. La vérité, elle, a souvent une élégance et une simplicité qui se passent de détours. La leçon de la vitre brisée est un modèle de clarté. Elle expose, avec une franchise désarmante, la vérité fondamentale que la destruction ne crée pas de richesse, qu'un transfert d'argent n'est pas une augmentation de la production, et que les coûts d'opportunité sont des faits économiques aussi réels que les profits visibles. Cette simplicité n'est pas de la naïveté, mais le fruit d'une analyse rigoureuse qui a su élaguer le superflu pour révéler l'essentiel. C'est le pouvoir de la lucide simplicité.
Cette philosophie nous invite à une humilité intellectuelle face à la complexité de la société. Bastiat nous avertit du danger de l'hubris, de l'orgueil de ceux qui croient pouvoir planifier l'économie et la vie des autres depuis un bureau. Il nous montre que l'économie est un phénomène émergent, le résultat de millions de choix individuels et volontaires qui, lorsqu'ils sont libres de s'exprimer, créent une richesse et une complexité que nul planificateur ne pourrait anticiper ou reproduire. La lucide simplicité de Bastiat nous pousse à avoir une foi profonde dans l'individu, dans sa capacité à prendre des décisions pour lui-même et sa famille, et à avoir une méfiance saine envers l'ingénierie sociale qui prétend tout savoir et tout contrôler. L'application de la pensée de Bastiat à notre propre vie nous pousse à une prise de conscience de nos propres sophismes. Nous ne sommes pas les seuls à être aveuglés par le visible. Combien de fois avons-nous justifié une dépense futile par le fait qu'elle nous faisait plaisir, ce qu'on voit, en ignorant l'épargne qui n'a pas pu être faite ou l'objectif à long terme qui a été compromis, ce qu'on ne voit pas? Combien de fois avons-nous choisi la facilité du divertissement immédiat en oubliant l'enrichissement personnel et professionnel qui aurait pu venir d'un effort soutenu? Bastiat nous donne la lumière nécessaire pour démasquer nos propres auto-justifications, pour devenir plus honnêtes envers nous-mêmes et pour aligner nos actions avec nos aspirations les plus profondes. La lucidité qu'il nous insuffle n'est pas une simple compétence analytique, mais une éthique de vie qui nous pousse à la responsabilité. L'héritage de Bastiat est aussi un puissant plaidoyer pour la liberté individuelle. À travers ses écrits, il nous montre que la liberté n'est pas l'absence de toute contrainte, mais l'absence de contraintes arbitraires imposées par l'État. Il nous fait comprendre que chaque intervention gouvernementale, qu'il s'agisse d'une subvention, d'une taxe ou d'une réglementation, a un coût invisible, la perte de la liberté de choisir. Les impôts, par exemple, sont un transfert de votre argent à l'État, qui décide pour vous comment il doit être dépensé. Ce qu'on ne voit pas, c'est la multitude d'emplois, d'innovations et de projets personnels qui auraient pu naître de cet argent s'il était resté dans la poche des citoyens. La liberté de l'individu est la condition nécessaire à la prospérité, car elle permet à chacun de maximiser l'utilité de ses ressources selon sa propre connaissance et ses propres besoins. Bastiat nous rappelle que la vraie force de la société ne réside pas dans son gouvernement, mais dans la liberté et la créativité de ses citoyens. En fin de compte, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas est bien plus qu'un essai d'économie politique. C'est une œuvre philosophique sur la nature de la vérité, de la raison et de la liberté. Bastiat nous a offert un cadeau inestimable, un outil intellectuel d'une simplicité désarmante qui nous permet de voir à travers les illusions, de résister aux sophismes et de devenir des penseurs autonomes. L'héritage de sa lucide simplicité nous enseigne à avoir confiance en notre propre jugement, à défendre la liberté comme la condition sine qua non de la prospérité et à comprendre que le véritable progrès n'est pas le fruit de la coercition, mais de la coopération volontaire. Cette œuvre n'est pas un guide du passé, mais une boussole pour l'avenir, une lumière qui nous guide à travers la complexité du monde moderne vers une compréhension plus profonde de la vérité. Notre voyage à travers la pensée lumineuse de Frédéric Bastiat s'achève ici, mais l'éveil qu'il a provoqué est destiné à durer. À travers la parabole de la vitre cassée, nous avons appris la leçon fondamentale. La destruction ne crée pas de richesse, et le bien immédiat d'un individu peut masquer un coût caché pour la société tout entière. Cette simple vérité est devenue le fil conducteur de notre exploration. Nous avons appliqué cette distinction cruciale aux dépenses publiques, démasquant l'illusion de la prospérité créée par la dépense au détriment des opportunités privées sacrifiées. Nous avons disséqué l'erreur des mesures économiques superficielles, révélant comment les chiffres et les statistiques peuvent être manipulés pour glorifier l'inefficacité et les sophismes. Nous avons ensuite cultivé l'art de voir au-delà, une discipline intellectuelle qui nous a poussés à chercher systématiquement les conséquences indirectes et les coûts d'opportunité dans chaque décision économique. Cette méthode nous a permis de transcender les raisonnements simplistes et de développer une vision plus lucide et globale de la réalité, non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans nos choix personnels. Finalement, nous avons compris que l'héritage de Bastiat est bien plus qu'une simple théorie économique.
C'est une philosophie de la lucide simplicité qui nous enseigne l'humilité face à la complexité du monde et la confiance dans les forces productives de la liberté individuelle. L'ultime message de Bastiat est un puissant appel à la responsabilité. Il nous exhorte à ne jamais nous contenter de l'évidence, à toujours chercher la vérité complète, même si elle est moins séduisante que l'apparence. Dans un monde de plus en plus complexe, où les décisions politiques ont des répercussions lointaines et indirectes, cette capacité à voir ce qui n'est pas vu est la marque d'un citoyen éclairé. Elle nous libère de la manipulation, de la peur et des préjugés, et nous donne les outils pour juger de la véritable valeur d'une politique. Voir au-delà du visible n'est pas un exercice intellectuel futile, c'est un acte de courage et de vérité. C'est un engagement à vivre de manière plus consciente, en reconnaissant que chaque action a une chaîne de conséquences qui s'étend à l'invisible. La lecture de Bastiat nous laisse avec un don inestimable, une conscience économique éveillée, capable de distinguer la richesse réelle de son simple mirage. C'est en faisant preuve de cette lucidité que nous pouvons, à notre tour, devenir des architectes d'une société plus libre, plus prospère et plus juste. N'oubliez pas de vous abonner à Puissants Livres Oubliés pour continuer notre exploration de ces réflexions rares et puissantes qui éclairent notre chemin vers la sagesse et la maîtrise de soi.